France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1966, Marc Chagall faisait don à l'État français de son Message biblique, une suite de 17 grands tableaux évoquant les premiers livres de la Bible. Il donnait également 39 gouaches réalisées au tout début des années 30 en préparation d'une Bible illustrée commandée par le marchand d'art Ambroise Vollard et nourrie par un voyage en Palestine effectué quelques mois plus tôt. Ces œuvres constituent le cœur de la collection du Musée national Message biblique, construit pour abriter cet ensemble à Nice, selon le souhait de Chagall, sur cette côte d'Azur où il s'était installé en 1950. Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir, disait-il le jour de l'inauguration du musée en 1973. 3 ans plus tôt, à l'occasion d'une émission proposée par Françoise Malétra et François Le Targa, il recevait, entouré de plusieurs amis, dans sa maison de Saint-Paul-de-Vence et évoquait ce bâtiment alors encore en construction, dont il souhaitait qu'il ne fût ni une chapelle, ni un musée, mais un endroit où tous ceux qui cherchent ce contenu spirituel et plastique de l'œuvre d'art pourraient être accueillis. Soirée chez Marc Chagall, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 avril 1970. Je voudrais tout de suite rassurer Marc Chagall qui manifeste un tout petit peu d'inquiétude depuis que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus, François Le Targa et moi-même, vous demander, maître Chagall, de nous livrer quelques-uns de vos secrets, ou des secrets même qui ne vous appartiennent pas. Non, nous sommes venus, je dois dire, pour partager un peu de cette vision du bonheur que vous nous donnez depuis tellement d'années. Et cette maison, cette si belle maison dans laquelle nous nous trouvons, qui est la vôtre, à Saint-Paul-de-Vence, est déjà un endroit où on sent le goût du bonheur, un bonheur très profond. Mais je crois que cette maison n'est pas seulement ça, elle est bien autre chose encore. Et les invités que vous y aviez confiés ce soir, que vous avez invités à participer à cette soirée si simple, dans ce merveilleux pays, je crois qu'à travers eux, peut-être, nous vous connaîtrons mieux tout à l'heure. François Le Targa. Oui, et pour ma part, ce qui me surprend, je dirais même agréablement, c'est que Maître Chagall a réuni autour de lui ses amis de tous les jours dans le Midi. Et il n'a pas fait appel à des critiques d'art chevronnés, à des spécialistes de la peinture, à des spécialistes de la musique. Il a tenu à recevoir dans sa très belle maison ses amis qu'il voit, c'est-à-dire son médecin, son architecte, des amis dont nous avons la liste des noms, mais Monsieur Jacques Bounin, qui d'ailleurs, un des amis de Marc Chagall, va avoir la gentillesse de nous présenter justement tout ce monde du Midi qui entoure notre maître chaque jour à Saint-Paul-de-Vence, dans ses préoccupations, car je crois qu'elles sont nombreuses, et aussi dans ce goût du bonheur qui, je crois, est indéfectible. Mon cher concitoyen, car cette fois-ci, je ne vous appelle pas mon cher Marc, car depuis quelques jours, vous êtes citoyen d'honneur de la ville de Nice, c'est-à-dire on a marqué de très grands honneurs que vous aviez fait à notre pays, à la France en général, et en autres en venant y vivre. Alors ce soir, nous nous attardons à vous taquiner, et nous sommes aussi très heureux quand vous nous taquinez. Alors autour de vous, je vois Monsieur Trottabas, qui, comme doyen de la faculté de droit, a reçu une mosaïque qui fait l'admiration de tous. Je vois Louis Gauthier Vignal, qui est président des Amis des musées. Le docteur Charles Alfred. Alors quand je dis le docteur, c'est l'ami surtout, parce que comment être le docteur de Chagall sans devenir son ami? Je vois Hervé de Fontmichel, qui est le délégué de la municipalité à la culture et à la jeunesse,
et André Herman, l'architecte, qui a d'abord nettoyé le château de Saint-Germain-en-Laye, un peu sinistre, qu'il a rendu habitable, et qui prépare le message biblique, et qui a réussi une collaboration très difficile, parce qu'on a un homme de génie, que Marc Chagall, et un homme de l'art, que modestement va être Herman, ce n'est pas facile. Moi-même, tout simplement, je m'appelle Animé, le promoteur du message biblique. Oui, ce message biblique est d'ailleurs un des grands sujets qui vous préoccupe, maître. Au tout premier plan, je crois. En tout premier plan. Oui. Qu'avez-vous à nous en dire? Alors, je ne voudrais pas parler de moi. Il me semble que plus on en parle, moins on voit clair en soi. Moins on se sent compréhensible, moins on se sent d'ici, on s'éloigne. Plus on travaille, plus on se pose des questions, c'est-à-dire, que je fais? Souvent, je pense, c'est lié dans laquelle je vis, où sûrement je resterai. Cette côte d'Azur, pour moi, c'est Vence, Saint-Paul, Nice. Cela a commencé quand le grand éditeur Ambroise Vollard m'a demandé de faire pour lui une édition du livre de luxe, Les Fables de La Fontaine. Pour réaliser ce travail, je suis parti vers la Côte d'Azur. C'était vers 1922-23, peu de temps après mon retour de la Russie soviétique. Il me semblait tout de suite être enveloppé d'un nuage rose, d'une vapeur parfumée émanant des fleurs et d'un renouveau de jeunesse. D'autant que peu de temps avant, à Vitebsk ou à Moscou, je vivais comme beaucoup d'un morceau de pain. Mais les pensées de La Fontaine, ce jardin doré avec ses coloris et ses sagesses me charmaient et m'entouraient. Je voulais commencer à travailler, partir loin de Paris, en cherchant d'autres arbres, d'autres paysages, des bois, des fleurs, quelque chose d'autre en France que j'ai imaginé. Ce voyage, je l'ai entrepris avec mon ami d'alors, le peintre Robert Delaunay, dans son étrange automobile qui sautillait le long des routes. Heureusement, il avait peu de circulation à l'époque. Plus j'avançais vers les provinces, plus je revenais à moi, tout autre. C'était la première fois que j'ai parcouru la France. Lors de mon premier séjour de 1910-14, je n'étais pas sorti de Paris, je n'avais pas les moyens. Nous sommes arrivés dans le village de Limoux, près de Carcassonne, chez l'écrivain Joseph Delté. J'ai découvert là les paysans, les vaches, les animaux de basse-cour qui devaient entrer bientôt dans mes gouaches et gravures pour les fables de La Fontaine. Puis, nous sommes dirigés vers Toulon. Plus j'avançais vers la Côte d'Azur, plus je me sentais renaître. Quelque chose d'inconnu. Dans mon enfance à Vitebsk, l'odeur des fleurs pénétrait en moi comme par vagues. Je vis déjà à Toulon, où nous avons été arrêtés, ces fleurs qui devaient bientôt se placer dans les mains des fiancés, et de loin le miroitement soyeux de la mer. En me rapprochant de Nice, j'ai senti, comme tant d'autres artistes qui ont vécu, que je pouvais m'arrêter là. Les poètes, les écrivains, les peintres ont traduit cette renaissance, ces changements qui Nice et ses environs inspirent. Pourquoi cela? Aucun autre lieu ne donne cette sorte d'impression. Une approche incompréhensible, une clarté, une joie irraisonnée, l'insouciance, trop peut-être, ce charme presque musical. Plus tard, j'ai vu le résultat de la vie de ces Côtes d'Azur, chez Renoir, chez Bonnard, chez Matisse et d'autres qui travaillaient ici. C'est Nice recouverte comme d'une deuil fleuri. C'est là que je me suis arrêté et que j'ai commencé
des esquisses. Et c'est les années, mais cette ère m'est transformé pour moi comme une autre Vitebsk, plus doux, plus tendre. Je ne peux pas trouver le mot pour expliquer ce qui m'a retenu ici. J'étais une autre. Quelle autre? Comme rajeuni d'une vingtaine d'années, et j'ai attendu quelque chose. Je serai bref. Nice a déjà la mosaïque d'Ulysse que j'ai fait pour l'université de droit. Elle aura dissipé mon message biblique. En regardant les yeux des habitants, je me pose cette question. Aimeront-ils tout cela quand je serai parmi eux? Mais est-ce que le vent est compréhensible qu'il y a peu de temps courait au bord de mer et pourquoi le feuillage des arbres se sent-il ému ici et là? J'ai apporté et j'ai donné ce que je vis, senti sur cette colline des chimiers. Ça sera comme un symbole d'un autre monde, ce monde biblique qui pénétrera dans le présent en passant à travers cette lumière de la Côte d'Azur où j'ai travaillé autant que je puis. Vous venez de nous dire que plus on parle de soi, moins on se comprend et plus on se perd de vue. Alors ce message biblique que vous venez d'évoquer à l'instant, c'est peut-être à vos amis d'en parler, car je crois que plusieurs d'entre eux sont directement concernés par cette entreprise, par cette grande entreprise ici. Alors peut-être pourrions-nous demander à M. André Herman, qui est l'architecte, qui peut peut-être nous en parler en tant que technicien. Oui, je crois qu'il est difficile de parler d'architecture même en tant que technicien, mais je voudrais tout de même rappeler ce que Marc Chagall m'a posé comme problème quand il a fallu penser à abriter son message biblique, qui est en fait l'essentiel de cette entreprise. Son souci, et nous essayons d'y répondre, est que ce soit un lieu de réflexion, de méditation, tout à fait exceptionnel, exceptionnel dans le sens où il ne ressemble pas à d'autres lieux. Et c'est d'abord, bien sûr, cet ensemble très important de peintures qui constitue l'essentiel. Et c'était aussi un très beau jardin au cœur de Nice. Et il s'agissait en somme d'abriter l'un au milieu de l'autre. Et pour un architecte, il est difficile d'expliquer pourquoi les formes deviennent ce qu'elles sont. Il y a tout de même une rencontre qui m'a frappé dans les préoccupations que la peinture de Marc Chagall manifeste très souvent, et celle de l'architecte, c'est celle de la pesanteur. On sent que dans toute cette poésie et ces expressions de la vie qui sont dans la peinture de Marc Chagall, il y a ce souci d'évasion des choses qui pèsent. Et quand il s'agit de construire un édifice, il y a aussi ce souci de prendre la matière et de faire qu'elle pèse moins. Et avec la matière de l'architecte, à Nice, c'était surtout pour moi la matière des montagnes, la matière de cette très belle pierre de Nice, qui va faire l'essentiel de ce bâtiment, technique très, très millénaire, puisque ce sont des pierres qu'on va sortir des carrières d'où on a extrait jadis le trophée des Alpes. Et c'est une pierre magnifique et blanche que l'on va associer avec des techniques tout à fait modernes, parce que ce message biblique, on peut l'interpréter de toutes sortes de manières. Enfin, il y a un message peut-être de permanence qui est un de ceux qui est peut-être le plus essentiel. Et en associant ce qui est permanent et ce qui est nouveau dans des volumes ou des espaces. Je ne veux pas paraphraser l'Ecclésiaste, mais enfin il faut des espaces pour se perdre et des espaces pour se retrouver. Je pense que si ce bâtiment répond à ce que Marc Chagall souhaitait, il ne sera pas un musée dans le sens où, pour beaucoup, un musée est un bâtiment où les choses s'endorment, mais au contraire un bâtiment où les choses vivront. Et c'est l'espoir que j'ai, sans pouvoir expliquer ce qui se passera exactement. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui nous étonne
toujours, c'est que pour quelqu'un comme Marc Chagall, qui a toujours ignoré les lois de la pesanteur et ô combien il a eu raison, un bâtiment, qu'il soit fait de pierre, de verre, qu'il soit fait de tous les matériaux que l'on peut imaginer, c'est toujours quelque chose d'assez étonnant, quelque chose qui reste sur Terre, qui sera vraiment ancré. Ce n'est pas un petit peu ça, mais je crois que Hervé de Fontmichel voulait ajouter quelque chose, car ce message biblique, il y participe en qualité de quoi, exactement? En qualité de rien. Bon, ce qui est d'ailleurs une excellente qualité. C'est une excellente qualité. Mais oui, bien sûr. Je voudrais dire à mon ami Herman qu'il a magnifiquement suivi les instructions ou les consignes fort aimables, mais les véritables consignes de Chagall, parce que pour la première fois peut-être, on aura un jardin qui a été conçu pour un bâtiment et un bâtiment qui a été conçu pour une œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une homogénéité complète sur ce thème du message biblique. Et puis je voudrais vous dire, comme vous l'avez dit, chère madame, au début de cette émission, que Chagall a toujours souhaité que ce bâtiment soit au service d'une certaine conception du bonheur. Et je me rappelle, monsieur Chagall, vous vous en souvenez, quand vous avez signé la donation à la préfecture, la donation de votre œuvre, vous avez dit « Je veux beaucoup de jardins qui ne seront pas clôturés, avec des bancs, pour que les amoureux viennent se promener le soir à Cimiez. » Et c'est ce que je veux avant tout. N'est-ce pas ? J'étais jeune, je me faisais des illusions. vous les avez perdus, ça m'étonnerait beaucoup. Ça, c'est vrai. Vous les avez gardés, intacts. Ça, touchons pas ce sujet. Pourquoi ne pas toucher? C'est un sujet merveilleux. On était des amis, faites parler des amis. Ça, je pourrais écrire des poèmes sur ça et des tableaux encore. Vous en avez écrit des poèmes? Oui. Est-ce que l'on aurait la joie de vous entendre lire un de vos poèmes? Ah non, pas ici, pas en ce moment. Pourquoi pas ici et pas en ce moment? C'est notre présence qui vous... Vous savez, j'ai commencé un tableau qui ne marche pas, je ne me sens pas très bien, je dois être ici. Vous savez, chez moi, il y a 1000 caprices. 1000 caprices. Quant à la question du terrain, elle vous satisfait pleinement, maître, ce terrain sur lequel va être ce message biblique? C'est un splendide endroit, je trouve. Magnifique. En somme, si je comprends bien, Nice va devenir la ville de France qui aura le plus de musées. Ce n'est pas un musée. Si. Non, mais vous avez dit qu'il aura le statut de musée national. Il aura le statut, mais Chagall va vous le dire, ce n'est pas un musée, n'est-ce pas? Alors, maître, qu'est-ce que c'est? Je suis contre le musée, parce que je pensais toujours, si on fait quelque chose de raisonnable, vous serez un jour dans le musée, n'est-ce pas? Si, au contraire, je suis dans le musée, et plus tard, ça ne correspond pas à la problème d'éternité, je serai flanqué dehors. C'est arrivé avec certains artistes. Alors je suis tranquille pour ça. Au musée à Paris, je fais quelques dons. Je n'ai pas été acheté, j'ai fait des dons. Mais je n'ai pas de prétention d'être placé comme ça ou comme ça. C'est le problème de l'avenir. Mais ça, c'est pas un musée. J'habite ici et je fais cette série biblique après mon voyage en Palestine, en Israël, après que j'ai fait la Bible pour Vollard, et je pensais, non, je ne vais pas vendre ça. Et moi, avec ma charmante femme, Vava, nous avons décidé de le donner ici, parce que j'habite ici. Si j'habiterais à Vologda, ou je ne sais pas, à Pôle Nord, je donnerais à Pôle Nord. Mais j'habite ici, je donne ici. C'est une don, c'est pas un musée. Et je pense, je n'impose pas ma vision biblique aux futures générations. J'aime la Bible parce que je trouve que c'est une œuvre poétique de premier ordre. Après, c'est Shakespeare, pour moi. Et je suis inspiré de ces poésies terriblement. Comprenez? Voilà ma religiosité, n'est-ce pas? Et j'ai donné ça parce que j'habite ici, c'est tout. Après, je dis avant, vous savez, par hasard, Nice, c'est pour moi autre chose que Florence. J'aime Rime, mais ici, à Nice, je m'oublie un peu. J'ai déjà dit ça avant, n'est-ce pas? Vous oubliez, vous vous retrouvez dans ce climat. On vous sent bien, Je ne sais pas. Il y a une chose insouciante, quand j'entre à Nice, pas de question de travailler. Vous comprenez? Vous êtes devenu méditerranéen. Tout à fait. Je ne dis pas, oui. J'ai déjà dit avant, les artistes
sont devenus peut-être trop tendres. Mais ça me plaît. Et je donnais ces tableaux. Je ne voulais pas le vendre, je donnais ça ici, et puis c'est fini. Je veux seulement que plus tard, dans les autres mairies, les autres générations, ne jettent pas dehors, d'y garde. De toute façon, la Bible, pas plus que le bonheur, ne s'enferme dans un musée, dans un vrai musée. Je peux pas. Vous savez, je ne comprends pas mes tableaux, je ne sais rien, je comprends rien. Je comprends rien à Chagall. Vous savez, depuis longtemps, je répète les mêmes choses. Voulez-vous que vos amis essaient de nous expliquer qui est Chagall? Expliquer? Puisque vous ne le savez pas. Vous voyez mes yeux? Vous ne le savez pas. Peut-être que vos amis le savent un petit peu plus. Demandez le docteur. Oui, mais justement. Monsieur Charles. Justement, docteur Charles Alfred, notre maître se porte bien. Eh bien, j'ai cette joie. Et évidemment, il a une santé extrêmement robuste. C'est pourquoi je suis son médecin. Et son ami. Et son ami. Nous sommes amis depuis très longtemps. Vous savez, j'habite un vieux village, Saint-Janet de Provence. Nous sommes abrités par un rocher qu'on aperçoit de très loin. Et il est agréable de pouvoir s'asseoir avec un ami comme Chagall, de parler gentiment, d'admirer les oliviers qui rappellent un peu parfois la Grèce, et de parler un peu de son art, mais il doute toujours de lui. Toujours, chaque fois qu'il doit faire quelque chose, il est pris d'une angoisse, et je suis le témoin attentif depuis plusieurs années de cette sincérité, de ce courage aussi qu'il est obligé de déployer chaque fois qu'il doit accomplir une œuvre. Nous avons parlé tout à l'heure du message biblique. Je me souviens d'une des premières conversations que nous avons eues. Il était tombé d'une échelle alors qu'il peignait justement une partie de ce message biblique. D'une hauteur de 3 mètres sur la dalle. Et quand je l'ai vu, après l'avoir réconforté et m'être assuré qu'heureusement il n'avait pas grand-chose, il m'a dit « Personne ne croira que le métier de peintre est si dangereux. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire votre médecin? Est-ce que vous vous comprenez un petit peu mieux maintenant, déjà? Moi, je ne me comprends pas bien. Toujours pas. Je suis toujours reconnaissant aux amis qui parlent bien, c'est leur responsabilité. Bon. Oui, mais alors il y a là. Il a encore un ami charmant. Oui, justement à qui j'allais demander. Tout de même, puisque chaque tableau et chaque œuvre est pour vous une nouvelle angoisse, comme au premier jour, comme au premier tableau que vous avez pu faire. Alors, vous demandez de faire pour la faculté de droit, et c'est monsieur le doyen Trotabas qui est là, qui en a eu la charge, je crois, cette mosaïque Ulysse, ça a été pour vous une nouvelle angoisse, alors le jour où vous avez dû... Oui. Une grande angoisse aussi. M. Chagall m'a dit souvent qu'il en avait pleurniché même. Je me rappelle l'expression. L'histoire de cette mosaïque est d'ailleurs une histoire d'amitié, et elle est due à des amitiés, et à mon sens, elle doit être un message d'amitié. Il ne voulait pas donner à cette jeunesse simplement une œuvre d'art, un peu dans l'esprit du message biblique qu'il avait fait. Il voulait lui donner aussi un message. Et nous avons longtemps discuté ensemble sur le choix, justement, d'un sujet. Et lorsqu'il a choisi le sujet d'Ulysse, c'est parce qu'il a trouvé dans ce personnage méditerranéen quelque chose qui, je ne dirais pas qui complétait, mais qui s'associait à ce que le message biblique a incarné de l'âme méditerranéenne. Et alors la création de cette mosaïque, puisque Maître Chagall ne veut pas parler, c'est à vous que je vais vous demander, monsieur le doyen, comment ça s'est passé. Ça a été difficile en soi, non, parce que Maître Chagall est la gentillesse même, mais ça a été
une élaboration longue, des angoisses, des soucis, oui. De sa part, pour la composition, certainement, il me l'a dit, je le rappelais tout à l'heure, mais le sujet, je crois, le thème, la portée séduit. Mais ce qui était essentiel dans la réalisation de cette mosaïque, c'était en dehors de ses difficultés à lui, les difficultés matérielles d'exécution, toujours difficile de travailler pour l'administration. Je dois dire en passant que Chagall a fait don, bien entendu, du sujet qu'il donnait, si bien que son nom n'apparaît presque pas dans la réalisation de cette mosaïque. Il ne l'a même pas effectivement donné à l'État, il a simplement consenti à ce qu'un mosaïste qui a passé un contrat avec l'administration exécute son œuvre. C'était, elle, un cadeau. Qui, elle, était un cadeau. Vous êtes un homme très généreux, Marc Chagall. Vous faites des cadeaux comme ça. Je n'aime pas l'argent. Et j'ajouterais pour cette mosaïque un détail important, c'est qu'elle se construisait à la faculté de droit en mai 1968. Mai 68, pour l'université, c'est une date importante. Et pendant tout le temps où cette mosaïque se confectionnait, je dois dire que la confection par les mosaïstes était portée par l'amitié et le respect des étudiants. Vous avez dit que vous n'aimez pas l'argent. Vous n'aimez pas l'argent parce que lorsque vous vendez un tableau, il y a d'un côté une somme d'argent, toute bête, qui ne veut pas dire grand-chose, et puis il y a de l'autre côté l'œuvre d'art, qui vous a donné tant d'angoisse. C'est un petit peu pour ça que l'argent, que le phénomène de l'argent vous trouble beaucoup, et vous heurte même. Parlons pas de l'argent. Parlons pas de l'argent. Bon, j'ai dit tout à l'heure quelque chose qui a fait lever un sourcil à un de vos invités, Marc Chagall, à monsieur Louis Gauthier-Vignal, qui est président des Amis des musées de Nice. Des musées de Nice. Alors, comment conciliez-vous un petit peu cette fonction et votre amitié pour Marc Chagall? Parce que j'ai dit tout à l'heure que la Bible, comme le bonheur, ne s'enfermait pas dans un musée. Je vais peut-être ne pas répondre directement à votre question, car j'aurais une chose, je crois, assez intéressante à dire pour tous les admirateurs de Chagall. Chagall est un grand inventeur. Chagall est un grand créateur. On se demande, devant une œuvre artistique, d'où elle vient. Si elle vient entièrement du don, du talent, du génie, de l'inventeur, du créateur, ou si elle vient de plus loin. Or, tout à l'heure, me promenant avec Marc Chagall dans le jardin, nous étions 2 ou 3, il m'a dit une chose qui m'a beaucoup étonné et beaucoup intéressé. Il m'a dit, en 1925, Ambroise Vollard m'a demandé d'illustrer ou de faire une œuvre autour de la Bible. J'ai accepté, je trouvais l'idée intéressante, je connais bien la Bible, et je n'ai rien pu faire. 1 année a passé, 2 années, 3 années, 5 années, je crois. Et j'ai entrepris le voyage ça ne s'appelait pas l'Israël à ce moment-là, de la Judée, de la Palestine. Et en visitant des sites célèbres, des paysages admirables, le pays est très beau, j'ai eu une révélation. Et ceci m'a étonné parce qu'alors, je sais maintenant, et je peux l'apprendre aux gens qui ne le savent pas, c'est que l'œuvre de Chagall n'est pas entièrement inventée, c'est une œuvre à la fois inspirée, et pas seulement par un texte biblique, mais aussi par le choc qu'il a eu en visitant ces admirables sites, ces admirables paysages, et en étant tout de même en contact de ces noms. Et alors, comme ce serait intéressant d'essayer de discerner dans ce message biblique ce qui vient de lui, de son inspiration propre, et ce qui vient de ce qu'il a vu, de ce qu'il a pris à l'histoire, au paysage, à ce que les noms illustres éveillent en nous, réveillent en nous, et bien entendu à la beauté des monuments que l'on voit encore. Et pourquoi voulez-vous absolument dissocier ce qui est la part de lui-même et la part
inspiré venant de l'extérieur. Je ne quand vois on pas s'intéresse- pourquoi. Quand on s'intéresse à l'œuvre d'un artiste, tout de même, on aime savoir d'où vient cette œuvre. Alors je pense que c'est pourquoi intéressant. Ah oui, si c'est le point de vue, Dans ce sens. c'est le point de vue d'un analyste, oui, ça Oui. je comprends très bien, mais C'est le président des Amis des musées. oui, bon, mais c'est tout à fait une œuvre. C'est tout à fait une œuvre d'analyste et érudit, mais je pense que Marc Chagall lui-même ne sait pas très bien où est la frontière entre. J'aime le mot. Frontière, vous savez, c'est difficile à. Une œuvre d'art, c'est justement quand on touche une certaine frontière. Moi, je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas, je dis souvent, quand j'étais jeune garçon, j'ai travaillé, quand j'habitais à La Ruche, en ce moment, il est en train de se décomposer. Je faisais mes tableaux, j'ai jamais demandé l'opinion des autres. Venaient chez moi des amis, surtout Sandrard, qui était une des premières amies, parallèlement avec Apollinaire, mais il était en arrière-plan. Même à lui, je ne montrais pas mes tableaux. Il ne demandait pas, montre-moi. J'étais forcé de montrer parce qu'il insiste. Mais je n'ai pas demandé et je n'ai pas attendu son opinion. Il écrit des poèmes après, il me lisait. Je ne montre pas mes tableaux. Je n'ai pas exposé, d'ailleurs, il n'y avait pas de place, pas de galerie pour exposer. Il y avait un salon indépendant et là-bas, vous payez 3 francs, quelqu'un amène les tableaux là-bas. Je ne montrais pas mes tableaux, je ne montrais pas des opinions. J'ai fait un tableau, je pensais, je crois que c'est fini, je l'accroche là-bas et comme ça, c'est ramassé. J'ai commencé seulement à demander l'opinion après le mariage. Oui. Ah oui, tout de suite. Première femme, demander une opinion. Et en ce moment, je demande Valentine Vava, je demande Vava, et c'est pour moi très grave. Quand elle dit c'est bien, eh bien c'est bien. C'est fini le tableau. Faiblesse, malheur, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est une des conséquences du bonheur, ça? Je ne sais pas quoi vous dire. Et quand on critique, soi-disant, quand un ami critique, bien sûr, il est ami, il écrit bien. Mais quand les autres critiques ne sont pas amis, je ne reçois pas la coupure de presse, vous savez. Mais quand on me gronde, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je suis plein de fautes. Je n'ai jamais pensé que je suis quelqu'un. Non, je n'ai pas. On peut parler mal de moi, pourquoi pas? On parle bien de moi, ce sont mes amis qui parlent bien de moi. C'est comme ça la vie. Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais vous dire. Vous avez posé une question, j'ai oublié. Et je parlais de la frontière entre voilà la frontière. Quand ma femme dit c'est bien, c'est fini. Le tableau est fini. Et après, un tableau biblique, moi je pensais, comme je déjà dit avant, je ne vais pas le vendre. Il faut que je le donne là-bas où j'habite en France. Ici, j'habite, c'est fini, je le donné. Voilà la frontière. Après, c'est le problème à conserver après. Voilà, je suis inquiet quand même. Je voudrais 10 ans, 20 ans, 15 ans, 25 ans que l'autre mérite ne flanque pas dehors. Une certaine jeunesse, je ne crois pas, parce que les jeunes quand même, les jeunes, jusqu'à 25 ans, ou même un peu plus tard, je ne crois pas que les jeunes vont me flanquer dehors. Je ne crois pas, parce que j'aime terriblement les jeunes. Et je suppose que les jeunes sont sympathiques pour moi. Je ne vais pas parler encore de moi, vous m'excuserez. Quand je suis venu travailler à l'université, j'ai professeur de Tratabas, j'ai monté sur les échelles. Je m'excuse que je vous dise ça, c'était en pleine contestation. Les étudiants ont applaudi quand je suis monté. Je m'excuse, c'est comme ça. Alors voilà. Et la séparation d'un tableau, quand la frontière est franchie, n'est-ce pas? Quand votre femme vous a dit ce que vous avez fait est bien, alors c'est fini, vous l'accrochez. Bon. Je n'accroche pas. Non, vous l'accrochez, enfin, je veux dire, vous le mettez de côté, enfin, il est fini. Oui, dans les temps, je mettais à côté. J'ai dit c'est fini, je n'ai plus rien à dire. Il y avait des tableaux que je fais dans une nuit sans lumière. Il y a un tableau qui est à Berne, homme fiancé s'appelle. Je commençais à 5h, à 6h, disons.
C'était sombre cette lampe, je l'ai terminée. Je disais que si j'allume la lampe, ça sera fini. Désastre, ça a fini. Ça ne peut... C'était comme ça. Eh bien, quelle frontière voulez-vous? Ne pas. Quand je fais le plafond de l'opéra, bien sûr, ça c'était malheureux. J'avais peur un peu malheureux quand même. N'est-ce pas? Fallait écouter, c'est malheureux. Il fallait bien travailler. Il fallait bien. Je demandais aussi. Je demandais avant, mais ça n'a rien à faire avec le message public. Je demandais à Malraux quoi faire, il a dit faites ce que vous voulez. Et après, bon, je fais des esquisses, je fais avec énorme difficulté une esquisse. J'ai dit à ma femme, eh bien maintenant il faut inviter Malraux pour le montrer. Ah non, il dit, c'est un seul, il faut encore faire pour qu'il puisse choisir. Alors il fallait recommencer autre chose faire, parce qu'il faut avoir des choix, autrement ça fait que vous en posez. Voilà, il a accepté. J'avais peur. Dans le plafond, il y a beaucoup de gens comme en Grondé, les Français, etc. Vous savez, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est... Mais ce qui est étonnant, Marc Chagall, c'est lorsque, par exemple, l'État, en la personne d'André Malraux, vous commande, c'était une commande, le plafond de l'opéra vous demande de bien vouloir le faire, ça s'appelle une œuvre dite de commande. Vous le faites avec autant de joie, autant de bonheur qu'un tableau que vous faites ici, tout seul, pour vous, pour votre plaisir. C'est surtout le joie parce que je touche rien. Alors ça me fait, comprenez, je ne touche rien, alors je suis libre. Vous voyez? C'est important, la liberté. Et je ne touche pas, alors je suis libre. Voilà. Rien, touche pas. Ça me donne une facilité. Je suis plus poétique, plus transparent. J'aime ça. Il y a moins d'angoisse à ce moment-là? Les questions. L'angoisse, c'est la nuit où il y en a. L'angoisse. Je n'ai pas accepté tout de suite, mais j'ai voulu souvent, surtout quand on a quelque part en France, dans le journal, on a écrit non. Je voulais dans la nuit et je me réveillais et je dis à ma femme, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, je vais écrire à Malraux, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça me dépasse. Et ma femme m'a dit, écoute, assez de se tourmenter, fais quelque chose des esquisses. Si c'est bien, alors tu diras, si c'est pas bien, tu diras que ça ne marche pas. Voilà. Puisque nous venons parler de l'opéra, nous n'allons pas rester à l'opéra, mais nous allons peut-être parler un petit peu de musique. Non, parce que nous sommes à Nice ici. Je voudrais... Oui, mais nous sommes à Nice, mais il peut y avoir de la musique aussi à Nice. Ah, la musique n'a pas il y en a d'ailleurs. Conférence de musique, il y en a. Non, je voulais savoir quelle place exacte vous accordiez à la musique dans votre vie. Est-ce que la musique, pour vous, c'est un décor, c'est un ornement, ou est-ce quelque chose, ou est-ce une habitude, ou est-ce quelque chose de beaucoup plus important? Mais quelle question, vous savez. La musique, c'est pour moi, quand j'entends Mozart ou Bach, c'est comme la Bible, comme Rembrandt, c'est incroyable. Vous savez qu'est-ce que c'est Mozart et Bach qui existent sur la terre? Surtout les garçons qui sont morts à 35 ans et personne n'est allé à son enterrement. C'est ça qui me touche énormément. Il y a autre chose que cela. Autre chose, c'est la musique. Ah non, la musique, écoutez, la musique. Parlons pas. Pourquoi? Si, parlons. C'est terrible, la grandeur domaine d'art, vous savez, la musique, Mozart ou Bach, ou même dans notre temps, Stravinsky, certaines choses de Stravinsky, et même Schoenberg, des choses incroyables. Notre humanité sur cette planète a créé des choses formidables. Il faut être modeste un peu. Et les Rembrandt, et les Cézanne, et les Goya, et tout ça. Ça, nous pouvons voir de loin. De loin, nous voyons. Mais quand le pauvre Mozart est mort, sa petite femme n'est pas allée en son enterrement. Et elle ne pouvait pas aller. Quand le grand Vermeer est mort, elle n'avait pas l'argent pour l'enterrement. Elle avait quelques tableaux, on ne savait rien. Il fallait prêter l'argent. Nous ne parlons pas, écoutez, je m'excuse que je parle de ces grands noms, mais vous me posez des questions pour la musique. Mais voyez-vous, je pense que vous avez donné beaucoup de bonheur à l'humanité tout entière. Des petites filles, des garçons, puis je reçois des lettres, oui. Je ne peux
pas répondre. Il demande, il y a même des gens, des petits garçons qui... L'Amérique, avant-hier, j'ai reçu une petite fille qui j'ai $10, je voudrais acheter quelque chose, $10, etc. Oui, ça, j'ai des petites lettres comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bon, c'est bien. Mais pour moi, les grandes comme vous devant moi, c'est aussi bien. Je vois vos yeux qui vous aimez un peu Chagall. Je crois. Je crois que tout le monde aime Chagall, et Nice en particulier, puisque... Qui oserait dire le contraire? Ah oui, lors de la dernière séance du conseil municipal, sur proposition du maire, M. Jacques Médecin, qui est un grand admirateur de Chagall, comme l'était son père d'ailleurs, vous vous souvenez? Ah oui, papa, oui, médecin. Qui était fait pour lui l'affiche. Il me demandait, le papa médecin, vous savez, c'est drôle. Quand il y avait mon exposition à Ponchette, les premières, vous n'êtes pas été encore là. Oui. Il venait un peu, comme ça, un peu. Il voulait demander qu'est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce que c'est. Il y a une douzaine d'années, j'ai exposé à Ponchette. Mais quand il a fait le tour, il a commencé à expliquer à moi qu'est-ce que je fais. C'était touchant. Bien. Après, il me demandait de faire une affiche. Je le prenais très au sérieux. C'était un type très important, n'est-ce pas? Le professeur, vous l'avez connu. Papa. Il me demandait de faire une affiche. Après, Mathis a fait une affiche. Il me demandait moi. J'avais tellement peur et tellement content que je fais peut-être plus de 20 maquettes. Plus de 20 maquettes. Plus. Pour qu'il vienne et choisisse. Il est venu et choisit. N'est-ce pas, vous avez Je dit, sais que vous m'aviez raconté que ça avait été un de vos meilleurs critiques, qu'il vous avait expliqué à vous-même votre propre peinture. Oui. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il m'avait dit la même chose de son côté. Il m'a expliqué et vraiment il était enfin, il était très gentil. Et son fils est très gentil aussi. Ici, dans cette région, dans votre maison, je veux savoir comment les événements qui se passent actuellement dans le monde, comment ils vous atteignaient ici. Est-ce qu'ils vous atteignent directement? Est-ce qu'ils ont sur vous ce pouvoir immédiat? Ou est-ce que... Je reçois 3 journaux. Je reçois Nice Matin obligatoire, n'est-ce pas? Malgré que c'est la section de Vence, alors il n'y a pas grand-chose pour nous Vence. Enfin, je reçois Figaro, je reçois Le Monde. Et je me couche, je m'endors à 00h30. Ma femme me dit, éteins, je vais dormir pour lire tout ça. Je suis touché. Comment ne pas être touché? Je ne peux pas travailler, soi-disant, hors du monde. Or, je suis au courant de tout ce que vous voulez. De tout, absolument de tout. Chagall, vous écoutez la radio? Absolument. Bien. Bien sûr, Chagall, quand ce sera à minuit, je n'écouterai pas. Peut-être je ferai un effort. J'écoute les radios. Oui, à minuit, écoutez. Même à minuit. Qu'est-ce que minuit? Oui, pour vous, non, mais moi, je vais dormir parce que j'ai fini de lire le journal à 00h15. Il y a 3 journaux. Puis il y en a des autres revues aussi. N'est-ce pas, qui se ramassent sur le lit. Bon, eh bien, je suis au courant de toutes les guerres. Vous savez, il y en a pas mal de guerres. De toutes les contestations, vous savez qu'il y en a. Des grèves aussi, je suis très au courant. Et je suis quand même au courant de ce qui se fait dans le domaine d'art. D'ailleurs, j'habite pas loin d'une fondation d'art de Magde. J'habite pas loin où on peut être au courant de quelque chose dans le domaine d'art. Vous ne posez pas les questions, qu'est-ce que je pense de tout ça? Non, vous ne me demanderez pas. Non, je ne vous demande pas ce que vous en pensez. Je vous demandais comment vous le receviez. Comment c'est... Voilà, simplement par poste. Par poste. Donc je disais bien avec tout de même quelques distances. S'il n'y a pas de grève. Docteur, vous trouvez que c'est sérieux que Marc Chagall s'endorme seulement à 00h15, 00h30, oui? Mais c'est très sérieux. Il a une santé de fer. Attention, docteur. Toucher le bois. Les seules difficultés que j'ai, c'est avec son épouse qui, souvent, l'oblige à ne pas travailler. Parce qu'elle est féroce. Ah! Mais heureusement qu'elle est là. Vos journées, Marc Chagall, c'est un horaire précis, c'est une chose... Non, c'est la vie. Non, la vie, on n'a pas de quelle vie. Et je me lève et je vais dans l'atelier travailler et ça ne marche pas souvent.
Alors qu'est-ce que vous faites? Vous déchirez? Je déchire pas. Je voudrais bien, seulement à quoi ça sert? Alors vous faites un tour dans votre beau jardin? Et puis... Non, oui, je fais 5 fois, ça fait 1 heure. Promenade, mais il faut descendre et monter un peu, vous savez. Et on peut 5 fois aller-retour. Et puis je travaille tout le temps, je peux travailler. Je pourrais travailler un peu plus tard, mais il ne faut pas rentrer trop tard dans les chambres à coucher, trop tard, ça fait un peu. Il faut lire les journaux, comme je vous avais dit, la politique. Eh bien, vous avez vu à Grand Palais tout ce que j'ai fabriqué là-bas, il y en a pas mal de choses. Il y avait pas mal, c'est fini maintenant, heureusement. Pourquoi heureusement? C'était encore une angoisse pour vous, cet accrochage du Grand Palais? C'était bien fait, bien fait. Fait dommage, grand effort. Je suis très reconnaissant. Malraux, Châtelain, les maris ont fait un grand effort. Moi, je vis une fois et les ministres gentils, Chaban-Delmas, Malraux, Michelet sont venus presque amicalement, si vous voulez. Pompidou, le président de la République. Pompidou est venu dans la soirée aussi. Non, je suis touché, vraiment touché. Ça ne dit pas que je suis... Je vous avais dit que je doute tout le temps. C'est ma faiblesse. C'est une faiblesse ou une force? Oui, c'est votre force. Il n'y a rien au monde, sauf quand Mme Chagall, ma femme, dit que c'est fini, je suis un peu content. Il n'y a rien qui peut me calmer. C'est bon. Il n'y a rien, absolument rien. Sauf rien. Oh, je suis opéra et on fera le message biblique, sera inauguré, j'espère, je serai vivant. Et oui, je serai content, ça, on va conserver ça, il y aura des amis, vous, les jeunes, les autres jeunes viendront, je serai tranquille. Mais 1 heure plus tard, je suis dans l'inquiétude. Un peu plus tard. Alors, ça embête ma femme, parce qu'il faut savoir. Chaque fois, elle aime le matin que je le souris plutôt. Et si je fais un visage, vous savez, il faut que je serai plutôt souriant. Vous êtes souriant d'ailleurs, la preuve. je suis souriant, mais vous voyez que je suis souriant, mais je suis plein d'inquiétude, je crois. Demandez à ma femme, elle se cache là-bas. Vous n'êtes vraiment pas nous le dire, oui. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons parlé de musique. Je peux vous raconter une chose que seuls les intimes connaissent. Un jour, Marc Chagall devait faire une grande œuvre pour la flûte enchantée. Oui, nous sommes en pleine musique. Pour cela, il se retire en Suisse avec Vava et sur le magnétophone, met les disques. Au bout de plusieurs heures, pour s'imprégner de la musique, par souci de sincérité, plusieurs heures, plusieurs jours, Vava dit, eh bien, maintenant, je connais vraiment la musique de Mozart complètement, je vais faire un tour. Et elle chausse malheureusement les skis. Naturellement, ce qui lui est arrivé arrive, la fracture, et elle a été obligée de supporter la musique de Mozart pendant plusieurs jours, de sorte que son œuvre sur la flûte enchantée a coûté vraiment beaucoup de souffrance à son épouse. Et le dernier jour, il lui a dit, eh bien maintenant, je suis très content parce que cette œuvre est finie, ta jambe va bien, et tu étais à côté de moi pendant que je travaillais. J'ai trouvé ça extraordinaire, ce besoin de présence, cette vie familiale qui doit l'entourer, quoiqu'il s'isole complètement. Mais il a besoin d'une présence, d'une amitié, d'un cœur à côté de lui. Mais il nous parlait de l'inquiétude tout à l'heure. Comment se fait-il que cette inquiétude est si peu identifiable dans vos toiles? Il ne faut pas, une œuvre d'art ne doit pas montrer, c'est pas 2 ou 4, au contraire. Si vous voulez, le jour, il faut donner des choses sombres, c'est le contraire.
Vous comprenez? Quand j'écoute, par exemple, la musique parfaite de Mozart, j'ai envie de pleurer, je suis malheureux pour lui. Parce que la perfection, c'est la mort, presque. Quand j'écoute Beethoven, je ne suis pas malheureux, mon Dieu, ça c'est le malheur, c'est Michel-Ange, vous comprenez, il a souffert, etc., etc. Mais quand vous écoutez une chose parfaite, quand vous voyez une beauté d'un enfant, vous pensez à la mort, à la fin. Voilà. Quand je vois Vermeer, par exemple, les tableaux qu'on a vus il y a pas longtemps à Paris, c'est la tragédie, à travers le sourire. Le contraire, quand il a le contraire, il y a certains artistes qui montrent le malheureux, je ne crois pas, ça me fait sourire un peu. Peut-être que je m'exprime mal, je ne sais pas, vous me comprenez un peu. C'est le contraire, justement, qui est positif. C'est par le sourire que vous donnez le drame. Et la tragédie fait sourire. Le contraire, peut-être. Pourquoi? Parce que la tragédie n'est pas vraiment la mesure de l'homme dans sa représentation. Regardez en ce moment, et quel moment admirable dans le jardin. Eh bien, moi, je vois qu'il y a des drames et tragédies quelque part coulent le sang. Je vois absolument coule le sang. Les gens sont morts, ils n'ont rien dans la bouche, n'est-ce pas? Et on tue l'un l'autre. C'est pourquoi je suis souvent empoisonné dans ce jardin, sans lire les journaux. Qu'il y en a, on se tue, on ne sait pas pourquoi. Les gens ne lisent pas la Bible, les gens ne lisent pas Shakespeare, n'écoutent pas Mozart. Et je n'aime pas visiter même les concerts parce que les gens applaudissent tout de suite là-bas, mais quand ils sortent, ils font des c'est quoi? Comprenez? Oui. C'est un peu un sujet un peu très vague que je veux dire. Non, parce que, si j'ai bien compris, la beauté presque parfaite vous fait presque mal. Parce que vous ne pouvez pas la recevoir en toute tranquillité. Oui, la perfection, pour moi, souvent ressemble à la mort. Un peu, je ne peux pas développer, il faut quelques philosophes pour un peu développer, je ne peux pas m'occuper de ça. Quand je vois un bouquet de fleurs, je viens me faire des fleurs, c'est pas parce que dans 3-4 jours, il sera fini, et ça me fait pleurer. Peut-être parce que nous pensons dans l'ensemble de notre planète, des événements, que c'est que ça se fait. Comprenez ce que je veux dire un peu? Il faut un peu sentir, peut-être. Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir la conscience de ces choses, qu'il peut y avoir derrière la beauté. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose derrière. Oui. Il y a toujours quelque chose derrière. Il n'y a pas 2 ou 4. Il n'y a pas un œuvre d'art qui est parfait, splendide. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est un joli œuvre, un joli tableau? Quoi? Ça peut être un très beau moment. Très beau moment, mais moi je n'aime pas. Quand il dit que c'est un très, très, très joli tableau. Et qu'est-ce qu'il y a derrière de ce tableau? C'est pas point de vue sujet et contenu. Une œuvre géniale, quand on dit c'est pas seulement un joli tableau, elle est tragique. C'est tragique. Quand vous écoutez Mozart, il a un jeune garçon de 30 ans, quand il a commencé, la fin du monde, fini. Alors on pourrait peut-être reprendre le mot qu'a prononcé tout à l'heure François Le Targa, et que vous avez beaucoup aimé ce mot lorsqu'il a parlé de frontières. Pour vous, oui, entre le bonheur et le malheur, la frontière est très faible. C'est à définir, mais pas nous. Mais elle est très proche. Oui, ça c'est bien dit, oui, bien dit.
C'était Soirée chez Marc Chagall par Françoise Malétra et François Le Targa, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 avril 1970. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.